Définissons le racisme. Le racisme est un préjugé, une oppression et une discrimination à l'égard d'une personne de race différente, fondée sur la croyance que sa propre race est supérieure. Excusez-moi, madame. Les places qui sont là, elles sont libres? En tout cas, pas pour vous. Qui ça, mademoiselle dit là? Écoutez-moi bien. Le jour où les gens comme vous pourront se payer les mêmes places que moi, je pense que la France ne sera plus un pays assez bien pour moi. D'ailleurs, il serait vraiment temps que l'on vous renvoie dans vos cocotiers. Mademoiselle folle. Au passage, qui ça dit là? Non, faut pas flipper, laisse ça, laisse. Le racisme peut être vécu partout. Il peut être implicite ou inconscient. Ainsi, certaines personnes ne savent pas qu'elles ont des suppositions négatives sur des personnes de races différentes. Ces suppositions affectent la façon dont elles interagissent avec les autres races. Une personne peut aussi exprimer ouvertement son préjugé envers quelqu'un de race différente, ce qui est explicite ou conscient. Ces deux traitements sont injustes et ont un effet négatif sur la vie des populations autochtones et racialisées. Le racisme peut causer du stress et des traumatismes et entraîner des blessures physiques telles que la violence à caractère raciste. Il limite l'accès à l'emploi, à l'éducation et aux soins de santé. Examinons quelques exemples de contournement des mythes. Le racisme est une question d'action et de paroles haineuses. C'est un mythe. Le racisme, c'est plus que de créer des noms à une personne de couleur. On le voit dans les différences salariales, la discrimination au logement, les prêts hypothécaires, la ségrégation dans les écoles et les taux de surveillance policière et d'incarcération. Le privilège blanc n'existe pas. C'est un mythe. Le privilège blanc confère à certains groupes des avantages non mérités dont ils ne sont peut-être pas conscients. Quoi? Vous êtes qui pour me parler comme cela? Qui je suis? Oh! Peut-être faut-il chercher du côté de l'histoire. L'entrée de la France dans le commerce triangulaire au XVIIe siècle est suivie de lois coloniales régissant l'existence des Noirs esclaves ou libres. Il y a bien sûr le Code noir, associé à Colbert et dénoncé actuellement, mais il y a aussi la police des Noirs. Elle a été créée par Louis XVI à la demande des colons qui craignent l'affranchissement de leurs domestiques en métropole où l'esclavage est interdit. À la fin du XVIIIe siècle, juste avant la Révolution française, c'est la police qui chasse les Noirs rebelles. La société coloniale repose sur trois fondements qui sont l'esclavage, donc qui permet la production de sucre, de café, d'indigo, de coton par des esclaves. L'exclusif, l'obligation d'exporter toutes ces productions vers la métropole. Et puis, troisième principe, c'est le préjugé de couleur, donc qui fait que tous ceux qui ont une ascendance africaine sont considérés comme inférieurs, soit sont dans l'esclavage, soit sont dans une liberté, mais une liberté avec moins de privilèges que les Blancs. Voilà, être blanc, c'est un privilège dans les colonies. Le lobby colonial multiplie les pressions et les prises de position radicales, au point que sous son influence va naître en France, et pour la première fois, le préjugé de couleur, prémisse du racisme moderne. C'est au tout début du 19e siècle qu'on voit apparaître un ouvrage, on va publier un ouvrage qui s'appelle « Histoire naturelle du genre humain ». Et là, c'est la première fois que l'on voit imprimer le fameux tableau avec les têtes, le buste, un buste grec et un Apollon tout en haut, et tout en bas, un grand singe. Et entre les deux, les gradations ou les dégradations de l'espèce humaine. Les Africains sont considérés comme le maillon intermédiaire entre l'être humain et le singe. On abandonne la conception, la théorie de l'unité de l'espèce humaine pour une espèce humaine hiérarchisée. Quelqu'un qui va avoir une caractéristique physique parmi d'autres, hein, qui était quelque chose qui était dans le domaine courant, eh bien, va être naturalisé, c'est-à-dire va être fixé, hein, le fixisme, et donc va devenir véritablement quelque chose qui va entraîner tout le reste. Quelqu'un qui est noir va obligatoirement être paresseux. Donc c'est incontestable que dans ces années-là, il y a ce phénomène qui se produit avec la naissance du racisme moderne, contemporain, ce qui n'était pas vrai auparavant. L'esclavage est comme la liberté dans la nature. L'Européen
a généralement une idée affreuse de l'esclavage, tandis que le nègre y est familiarisé dès sa naissance. Le nègre est paresseux, indifférent sur le futur, peu soucieux du passé. Les nègres sont dans l'enfance de la nature. Ils ne peuvent être gouvernés que physiquement. En réalité, il existe chez le nègre, comme dans la tortue, un principe de lenteur. C'est une espèce avilie par nature. Là, il y a une cassure qui se produit. Et on considère que quoi qu'il fasse, il y a des civilisations, donc des peuples, qui, de toute façon, ne pourront jamais atteindre le processus général. Donc, ne pourront jamais passer du stade sauvage au stade civilisé. Ils sont venus reconstruire la France, les travailleurs immigrés, une main-d'œuvre précieuse, nombreuse, qui débarque dès les années 50 sur le sol français et répond à la demande pressante dans le bâtiment et l'industrie. Mais cette immigration n'est pas forcément bien accueillie. Des graffitis racistes, vengeurs, fleurissent sur les murs et certains dans la rue n'hésitent pas à exprimer sans filtre leur hostilité. Je crois qu'il ne faut pas mêler les races. Si vous aviez une chambre à louer et qu'un Chinois venait se proposer pour l'occuper, ça vous gênerait? Oui, beaucoup. Nous ne sommes peut-être pas racistes, mais en habitant à côté de ces gens-là, nous le devenons. Le 1er juillet 72, une loi crée un délit spécifique d'injure, de diffamation à caractère raciste, ainsi que la provocation à la haine ou à la violence. Elle punit de peines de prison et d'amende les discriminations raciales. À l'époque, monnaie courante dans le domaine du travail et du logement. Avant de me présenter, par exemple, je téléphone, on me dit oui, monsieur, passez. Mais dès que je passe, on me dit désolé, le propriétaire ou enfin la propriétaire ne veut pas d'homme de couleur. Il m'a traité de tous les noms, de sale race, de bico, de raton. Vous voulez que cela reste comme cela est, qu'il y ait cette différence entre les blancs et les noirs et que les États du Sud puissent décider eux-mêmes. Eux-mêmes. Et ils ont décidé d'éduquer les nègres, de leur faire tout leur possible pour eux, pour les élever. Mais séparés. Mais jusqu'au point qu'ils sont assez civilisés pour se tenir toujours le corps propre. Propre, oui. Propre, oui. Et à ce moment-là... et qu'ils n'ont pas une odeur désagréable. Vous pensez que Martin Luther King, c'est un agitateur? Mais je sais bien qu'il est... Ce que les Noirs du Sud demandent justement, c'est de ne pas être assis à l'arrière des bus, c'est de pouvoir entrer dans les cafés, dans les restaurants. Est-ce que vous pensez que cela est juste? Peut-être que c'est juste, mais ce n'est pas convenable parce qu'il y a des personnes qui comment dit-on, resentent, qui ne veulent pas être ordonnées. Est-ce que vous pensez que les gens du Sud penseront un jour qu'un noir égale un blanc et qu'ils peuvent être égaux? Non, parce que je peux dire ce qu'a dit Dr. Schweitzer quand on lui a demandé quelle est votre opinion des nègres en Afrique. Vous savez, Dr. Schweitzer, il a donné sa vie pour les nègres d'Afrique, n'est-ce pas? Et on lui a demandé, Dr. Schweitzer, que pensez-vous des nègres? Il a dit, qu'est-ce que je pense des nègres? Je pense que le nègre est mon frère, mais il est mon frère 2000 years between us. Comment dit-on? Il y a deux siècles entre nous. Pas 2000 ans entre nous. Mais vous pensez donc qu'un jour, peut-être, les gens du Sud pourront dire, oui, les Noirs sont aussi des hommes libres. Vous pensez qu'au bout d'une certaine évolution, ils pourraient être égaux? Mais cela prendra peut-être 2000 ans, parce que n'oubliez pas que quand les esclaves sont venus ici, ils étaient les sauvages, et parmi eux, il y avait souvent les cannibales, n'est-ce pas? C'était nécessaire de leur enseigner comment se tenir propre, comment faire le travail dans les champs, comment faire le ménage. Et c'est remarquable pour moi.
de voir quel progrès ces sauvages ont fait En peu d'années. en moins de 200 ans. La civilisation est c'est une invention de l'Europe. La civilisation est européenne et la colonisation a pour tâche d'élever les autres hommes, les coloniser à cette civilisation qui est une et universelle. Autrement dit, il y avait un européen-centrisme tout à fait normal et inconscient, sans morgue particulière, mais qui semblait aller de soi à cette époque-là et qui était accepté à peu près par tout le monde, y compris par les colonisés. Gobineau avait théorisé l'inégalité des races humaines. Lévi-Bruhl, l'infériorité mentale du nègre. L'année 1983 va connaître une série de faits divers racistes. Une poignée de marcheurs va alors sillonner durant 1 mois et demi la France afin de dénoncer les discriminations. Les gens sont capables ensemble de s'aimer sans différence. C'est On pas un est tous rêve. de chair et d'eau. Oh, bah, peut-être pour beaucoup un rêve. Mais pour moi, je pense que ça deviendra une réalité par les petits-enfants. La marche des beurs, comme certains l'appelleront, va rassembler près de 100 000 personnes lors de son arrivée à Paris. On était parti en tête avec l'idée que tous les Français sont plus ou moins tous racistes. Alors là, on n'a plus le droit de généraliser. On a eu à voir des enfants qui viennent à notre rencontre, même jusqu'à voir un policier porter les cuissons Marche pour l'égalité. Alors. Le président de la République, François Mitterrand, recevra la délégation des marcheurs. Cette mobilisation nationale va faire des émules. Les militants et les jeunes se fédèrent avec la création de SOS Racisme en 1984, avec un slogan percutant. Touche pas à mon pote. Peut-être avez-vous déjà vu ce badge. Ce mouvement n'appartient qu'à vous qui portez le badge, que vous soyez beurre de Bordeaux, juif de Toulouse, antillais de Brest. Mais s'il y a quelqu'un autour qui comprend, mauvais français, le musulman. Pour lutter 2 fois plus de chômage chez les personnes immigrées, 3 fois plus de pauvreté. En 2004, la HALD, la Haute Autorité contre les discriminations et pour l'égalité, est créée afin d'accompagner les victimes. Si ces missions ont été transférées en 2011 aux défenseurs des droits, ces combats restent plus que jamais d'actualité. Car les propos racistes s'expriment aujourd'hui sans réserve sur les réseaux sociaux ou encore dans les stades. Pour analyser plus en détail les ressorts et les effets du racisme en France, je retrouve maintenant notre invitée, la militante antiraciste et maîtresse de conférences à l'Université de Tours, Maboula Soumaoro. Alors bonjour. Bonjour Nadia. Alors je vais commencer par mettre les pieds dans le plat et vous poser une question simple d'apparence. Est-ce que la France est raciste ? La France est raciste, j'ai envie de dire malheureusement, mais peut-être que heureusement pour elle, si c'est ça qui lui fait peur. Le racisme, on ne parle pas de défaut, on n'est pas en train de dire que la France est mauvaise. Le racisme peut être aussi perçu comme une maladie, comme un mal dont il faut se soigner et dont on peut se soigner. Et la France n'est pas le seul pays raciste au monde. Et comment ça se manifeste ce racisme en France ? On peut parler de racisme au niveau des fonctionnements politiques, économiques, sociaux, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. On a parlé tout récemment des violences policières et de cette question du racisme, mais la police ne représente qu'une institution parmi d'autres. Donc on pourrait, je pense, vraiment se détendre sur cette question, prendre l'ampleur du mal, faire le diagnostic et essayer de trouver des cures. Et alors il y a aussi en France une espèce de volonté de lissage républicain. On l'a vu notamment sur le débat sur la laïcité. Est-ce que le multiculturalisme est incompatible avec cet idéal républicain français ? Non, il n'est pas incompatible à mes yeux, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de, on va dire, on s'agrippe à un idéal républicain que nous trouvons tous, je pense, magnifique et qui n'a juste jamais eu lieu. L'histoire de l'humanité et l'histoire de l'Occident, l'histoire de la France fait que cet idéal républicain n'a jamais pris corps. Et on pourrait essayer de comprendre pourquoi, pour essayer peut-être de l'atteindre, mais de l'atteindre
concrètement, pas de manière abstraite en brandissant la République, l'universalisme, comme ça, des mots vides de sens. Il y a les expériences, les vécus, les données, l'histoire qui font que cet idéal a été maintes fois mis à mal. Alors parmi les outils à disposition pour promouvoir l'égalité des chances, il existe bien évidemment la discrimination positive. Ça ne passe pas en France, pourquoi ? Et je pense que ça ne passe pas, la discrimination positive, puisque d'emblée, on a mal traduit le terme. Discrimination positive, en anglais, c'est affirmative action. On oublie, quand on parle de la discrimination positive, et en partant de cette mauvaise traduction, on se dit qu'on va donner plus de chance à des gens à qui on a déjà trop donné et que c'est injuste de fait. Alors que affirmative action, quand on regarde les politiques menées aux États-Unis, c'était la reconnaissance des inégalités et ensuite la volonté étatique de réparer. D'ailleurs, la gêne autour de la question de la race en France se manifeste même dans les mots aussi simples que d'utiliser le mot noir. En France, on utilise le mot black. Pour les Arabes, on parle des beurs. C'est spécifique à la France, ça ? J'ai l'impression, quand on pense à cette France arc-en-ciel qu'on n'arrête pas de nous ressortir, la France des années 80, Black, Blanc, Beurre, ou même la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde de 1998, le seul groupe qui reste, on va dire, dit qu'on arrive à articuler, ce sont les Blancs. Il y a toujours une question d'altérité qu'on n'arrive pas à articuler dans un pays où on a quand même une vieille institution qui s'appelle l'Académie française, et on dirait qu'il y a des mots qui renvoient à des identités qu'on trouve particulières et qu'on trouve surtout différentes. On n'arrive pas à les dire. Alors concernant l'histoire et son enseignement, ici en France, la question de qualifier l'esclavage, la colonisation comme crime contre l'humanité pose encore problème. Et on a entendu le président récemment dire qu'il ne déboulonnerait pas de statut. C'est inquiétant ? Je pense que c'est inquiétant puisque c'est vraiment une sorte de déni et de dénégation de l'histoire. Je pense que le récit national pourrait être plus inclusif. C'est ça la question, l'inclusion et le besoin de renégocier ce récit national. C'est-à-dire qui en est exclu, qui en est inclus et en quoi sommes-nous capables de célébrer de grands hommes en passant complètement sous silence des actions qui sont problématiques, mais notamment pour des populations qui sont françaises. Alors on parle beaucoup aux États-Unis en ce moment du rôle des alliés blancs à la cause antiraciste. Qu'en est-il en France ? On est vraiment en prémisse parce que je pense que même parmi ces personnes qui contribuent à la dénonciation, on peut aussi observer que ce discours ne peut être tenu que par des personnes blanches et que des personnes non blanches qui ont parlé de ça depuis des années, voire des décennies, ne sont absolument pas audibles. Mais je pense que tout le monde doit faire son travail et qu'il est bienvenu que des blancs s'intéressent à ces questions et soient prêts à se départir et à se défaire de leurs privilèges qui sont réels. Maboula Soumaoro, merci beaucoup. Merci Nadia. Excusez-moi madame, les places qui sont là, elles sont libres? Non, en tout cas pas pour vous. Qu'est-ce que ça m'a dit là? Écoutez-moi bien, le jour où les gens comme vous pourront se payer les mêmes places que moi, je pense que la France ne sera plus un pays assez bien pour moi. D'ailleurs, il serait vraiment temps que l'on vous renvoie dans vos cocotiers. Eh, mademoiselle folle, au passage, qu'est-ce que ça dit là? Non, faut pas flipper, laisse ça, laisse. Je ne veux plus avoir peur de vous, je l'avoue. Pour une petite couleur de peau, surtout, que ne vous déplaise à la manière antillaise. Nous vous brûlons le temps d'une chanson. Quoi? Vous êtes qui pour me parler comme cela? Qui je suis? Oh! Koi! Taldamagan! Appelle-moi pas le kamikaze originaire de Tom Tom. Mangeur de rythme, ma femme et au microphone. J'avance avec la foi, je n'ai peur de personne.